Passons au premier sujet, présidentielle américaine, chaos, fraude et propagande. Alors avant de s'intéresser aux résultats très contestés de ces élections, on va s'intéresser très rapidement à l'avant-élection avec la partialité totale des médias français. Exemple avec cette une de Libération, la fin du cauchemar. Jean-Yves, c'est plutôt un classique cette une de Libération. Oui, tout à fait. Et donc, Libération nous annonce un peu par anticipation l'élection de Biden. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite. C'est peut-être ce qui arrivera, d'ailleurs. Classique, oui, très classique. Alors, un peu moins classique, c'est cette une du magazine de l'Équipe qui met en scène une joueuse américaine de football. Oui, alors l'Équipe devient commentateur politique, mais c'est assez logique, si vous voulez, parce que le sport-spectacle, je ne parle pas du sport qu'on pratique, c'est autre chose, mais le sport-spectacle est au fond un instrument très important aujourd'hui de la propagande politique, de la propagande médiatique, et donc c'est assez normal que l'Équipe nous explique qu'il fasse voter Biden et que Trump est vraiment un très méchant. Donc de la politisation jusqu'aux médias sportifs. Beaucoup de documentaires et de reportages très orientés ont été diffusés ces derniers jours sur les chaînes françaises. C'est une propagande globalement de tous les instants, hein, notamment dans les derniers jours. Et eh bien, Jean-Yves, le résultat est arrivé avec un sondage qui considère que les Français voteraient largement Joe Biden. Oui, alors il faudrait peut-être expliquer aux Français qui ne sont pas électeurs aux États-Unis, mais enfin bon. Mais oui, alors là, honnêtement, les Français, ils peuvent se faire leur opinion sur un certain nombre de sujets, sur la sécurité, sur l'islam, sur l'immigration. Ils peuvent voir des choses. Sur ce qui se passe aux États-Unis, ils ne voient que ce que les médias leur disent. Et donc, comme les médias leur serinent matin, midi et soir que Trump est un méchant, ils ont tendance à dire, moi, si je votais là-bas, je voterais pour le gentil. C'est assez normal. Ça prouve quand même l'efficacité de la propagande. Et ça, c'est un fait, voilà. Alors, la propagande a peut-être été un peu moins efficace aux États-Unis qu'en France, puisque le succès de Joe Biden était annoncé par les sondeurs, par les médias, etc. Eh bien, finalement, la vague bleue n'a pas eu lieu. On l'a vu très vite durant cette campagne électorale, avec au milieu de la nuit en France, les journalistes qui commencent à s'inquiéter, avec par exemple Nicolas Roper qui tweet « Trump résiste bien mieux que prévu ». Ça, c'était avant l'élection, le résultat en Floride. Et une fois que la Floride est passée du côté républicain, ce qui était une surprise pour les journalistes, eh bien, l'inquiétude a encore grandi chez les journalistes français. Régis Le Sommier de Paris Match, qui estime même qu'il faut voir qu'il existe une tendance générale dans le pays vers la réélection de Trump. Les médias sont bien obligés de reconnaître que tout va se passer d'une autre manière que celle qui était prévue. Il y a une remontada de Trump dans l'électorat populaire, par exemple. Clairement, Trump a pris l'avantage. Quand vous regardez les médias américains à l'heure où je vous parle, que ce soit Fox News ou CNN, tout le monde est extrêmement prudent. Tout le monde a compris que la nuit serait très très longue. Oui, très simplement, les médias attendaient une vague bleue, c'est-à-dire pratiquement quasi très grande totalité d'États bleus, et il y a en fait encore une majorité d'États rouges qui pèsent peut-être un peu moins démographiquement que les États bleus de la périphérie. Et donc, grande surprise quand même. Alors, c'était une surprise aussi pour France Info, hein, qui déclare que le scrutin se présente moins bien que prévu pour Joe Biden. Libération qui parle d'une nuit d'angoisse pour les pro-Biden à Paris. Et sur France Info, Laurence Nardon, spécialiste des États-Unis, invitée par la radio de service public, a eu un beau petit lapsus pour décrire la situation. On semble s'acheminer vers une victoire serrée de l'un ou de l'autre des candidats, et non pas le raz-de-marée démocrate que les démocrates espéraient il y a quelques semaines. En fait, ce qui est absolument extraordinaire dans les médias français, dans les médias de grand chemin, c'est l'unanimisme absolu pro-Trump. C'est-à-dire que vous allez avoir un débat où il va y avoir 5 personnes, tous vont être anti-Trump, pas pro-Trump, anti-Trump. Tous pro-Biden. Il n'y a absolument pas la moindre diversité. Or, la moindre des choses, ce serait quand même de donner au moins les deux points de vue, d'autant plus que tout de même, Trump est le président sortant. Donc, il n'arrive pas de nulle part. Donc, il pourrait y avoir un minimum de distanciation, un minimum d'équilibre. Il n'y en a pas du tout. Ce sont des médias purement
purement militants. Bon, alors ça amène quand même à se poser des questions, d'autant plus que ces médias purement militants nous avaient dit c'est plié. C'est Biden, ils avaient été un peu plus prudents quand même. Ils ont été un peu plus prudents vers la fin. Ouais. Vers la fin, ils ont commencé à dire ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Mais non, ils ont été complètement à la ramasse. Ils n'ont pas fait d'information. Ils ont fait de la propagande et du wishful thinking, là je vais faire un peu d'américain, c'est-à-dire c'est le jour, hein, ils ont voulu voir ce qu'ils espéraient voir. C'est un peu plus compliqué que ça, même si le match n'est pas fini, bien sûr. Alors effectivement, Jean-Yves, il y avait quasiment aucun intervenant favorable à Trump sur France 2, BFM, CNews, etc. On a quand même noté, il faut quand même le noter, sur BFM, Ulysse Gosset qui a été un peu plus nuancé que le reste des journalistes quand même. Et sur CNews, Pascal Praud qui a aussi essayé d'apporter un peu de nuance. Donc voilà, il y a quand même un petit peu de Oui, alors il faut voir d'ailleurs que sur CNews, la majorité des interventions sur CNews sont quand même dans la tonalité générale, sauf qu'il y a Pascal Praud, qu'il y a Zemmour, que Gabriel Cluzel est invité, et donc il y a une petite partie de CNews qui ramène un petit peu de pluralisme, c'est-à-dire cette télévision qu'on présente comme la télévision qui amène le pluralisme, et elle ne l'amène que sur une petite partie, finalement, de ses tranches horaires. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, et d'autant plus que ce sont souvent ces tranches horaires-là qui font le plus d'audience. Donc, comme quoi, bon, il y a peut-être rien de cause à faire. Elles apportent autre chose que la mélasse des autres. Et justement, Jean-Yves, puisque vous parlez de mélasse, eh bien, on va voir que Jean-Pierre Denis, journaliste de la presse catholique, mainstream, eh bien, a tweeté « Abonné du Washington Post et lecteur très régulier du New York Times, je n'y ai pas lu un seul, je dis bien un seul reportage ou une seule analyse annonçant les tendances de la nuit électorale. » Jean-Yves, c'est une problématique quand même. Hein. De la nuit électorale telle qu'on les annonce, effectivement, en Floride, Texas, Caroline du Nord, Ohio, qui ont basculé déjà du côté de Trump, alors que c'était absolument pas annoncé. Alors on voit qu'il y a une classe médiatique mondiale, c'est ça. Parce que ces gens se lisent les uns les autres, se copient les uns les autres, et s'auto-désinforment en se désinformant les uns les autres. Voilà, c'est ça. Bon, mais lui a le mérite de le noter. Voilà. Il s'est plaint d'ailleurs, il est un peu sous notre observation parce que il a eu un tweet censuré au moment de l'affaire de la prolongation des possibilités d'avortement jusqu'au 9e mois. Il avait dit que ça lui paraissait un peu étonnant et il avait été censuré, donc ça l'a un peu chiffonné. Ouais. Il commence à ouvrir un petit œil de lucidité. Bon, c'est léger, mais c'est bien. C'est bien. Au rayon des réactions médiatiques, on a celle de Bruno Mazur, ancien présentateur du journal télévisé de 20h et de 13h de TF1 pendant 7 ans et de France 2, au JT de France 2 pendant 2 ans. Il évoque le vote latino qui s'est, de manière assez substantielle, porté sur Donald Trump en Floride et l'a donc fait élire en Floride. Et il déclare « Ces ahuris de latinos qui votent allègrement pour un connard qui érige un mur pour empêcher leurs frères de sang de franchir la frontière. » Jean-Yves, c'est fort. Voilà, c'est une vision parfaitement ethnique des choses. Bon, il ne faut pas non plus exagérer. Les latinos, donc les Américains d'origine hispanique, ont davantage voté Trump que la fois d'avant, mais ils continuent d'avoir voté très largement, majoritairement, pour Biden. Simplement, ça a été moins fort que ce que les médias anticipaient, notamment en Floride. C'est ce qui explique que la Floride soit restée dans le camp de Trump. Et finalement, pour conclure un petit peu cette partie sur les réactions médiatiques, on note ce tweet de Géraldine Vossner. Il est quand même étrange de revivre 4 ans plus tard, sensiblement la même nuit qu'en 2016, et de lire sur les visages, donc les visages journalistiques, la même sidération, Jean-Yves. C'est vrai que c'est une histoire sans fin. Hein. Ah, s'ils n'ont rien appris, rien oublié, ils n'apprendront rien, ils n'oublieront rien, ils continueront de bégayer ce qu'ils veulent croire et ce qu'ils cherchent à faire croire et ce qu'ils arrivent quand même en partie à faire croire. Alors, à l'heure où nous enregistrons cette émission, le résultat des élections n'est toujours pas définitif, loin de là, puisque les votes sont encore très serrés dans plusieurs États clés. Et puis, il y aura évidemment la question des recours. Et si l'on parle de la question des recours, c'est bien parce qu'il y a des doutes sur certains points d'élection. La question de la fraude est sans doute la question la plus discutée en ce moment sur les réseaux sociaux. Donald Trump et de nombreux soutiens évoquent clairement une possible fraude électorale.
Et eh bien, Jean-Yves, les médias français, ils restent un petit peu en service minimum sur cette question. Ils l'évoquent que à la marge, voire en la diabolisant, parlant de l'extrême droite qui récupère cette question. Dans cette élection qui est extrêmement serrée, Jean-Yves, la fraude électorale est-elle possible ? Elle n'est pas possible, elle est certaine. Elle est certaine. Pourquoi ? Parce que dans toute élection, il y a de la fraude électorale, qui ne change pas forcément toujours le résultat. Mais y compris dans les démocraties comme la France ? Bien entendu, y compris dans les démocraties comme la France. Et je vais vous donner, puisque vous parlez de la France, je vais vous donner deux exemples. Il y a toujours de la fraude électorale en France. Il y en a beaucoup moins qu'avant, parce qu'il y a eu 2 lois qui ont limité ces possibilités. Il y a eu une loi de 1988 qui a été prise à l'époque où Jospin était Premier ministre, et qui a obligé à émarger quand on va voter, qui a limité pas mal de choses, qui a mis les urnes transparentes, qui a rendu, non pas la fraude impossible, mais plus difficile. Et il y a eu avant, à l'époque de Poniatowski, en 1975, il y a 45 ans, une loi qui a interdit le vote par correspondance, qui n'est aujourd'hui plus possible que pour les Français de l'étranger. Interdit le vote par correspondance, et à l'époque, Le Monde avait titré, Le Monde avait titré « Le vote par correspondance est supprimé pour empêcher la fraude électorale ». Pourquoi le vote par correspondance permet la fraude électorale ? Parce que vous pouvez barboter certains bulletins, vous pouvez en ajouter d'autres, vous pouvez changer dans l'enveloppe expédiée le bulletin qui est à l'intérieur, vous pouvez aller chercher chez les gens, éventuellement en les payant ou en leur promettant des avantages, le vote chez eux. Et donc, la vote par correspondance facilite la fraude. Alors c'est assez intéressant de voir qu'aux États-Unis, plus de la moitié des gens ont voté par correspondance, et que les démocrates ont fait campagne pour le vote par correspondance, et que dans les États qui sont aujourd'hui controversés, qui sont sur la bascule, que les démocrates disent avoir gagné ou en train de gagner et que Trump conteste, il y a eu beaucoup de votes par correspondance. On voit d'ailleurs cette scène extraordinaire à Milwaukee où on voit les voitures de police qui conduisent les bulletins de vote arrivés par correspondance pour le dépouillement. En France, il faut savoir qu'un policier n'a pas le droit de rentrer dans un bureau de vote, sauf exception en cas de trouble, et après y avoir été invité par le président du bureau de vote. Bon, aux États-Unis, c'est peut-être la procédure normale, mais honnêtement, vous imaginez, moi je vous laisse commenter, vous voyez la même scène en Russie, je vous laisse commenter. Voilà. Oui, c'est ça. Je vous laisse commenter. Oui. Alors, est-ce qu'il y a eu fraude ? Ben oui, il y a eu des cas, il y a eu des témoignages. Peut-être juste sur les témoignages, on peut revenir pour mettre des faits là-dedans, des justifications. On a une organisation aux États-Unis qui s'appelle Project Veritas qui a enquêté notamment sur ces fraudes pendant ces dernières semaines et qui a révélé au moins 4 cas de fraude potentielle préparatoire, on va dire, aux États-Unis. Donc voilà, et qui ce matin même ou durant la nuit a révélé que dans le Michigan, un centre de tri postal avait participé à une fraude en antidatant les bulletins reçus le 4 novembre pour les dater à la date du 3 novembre, date limite de leur validité, pour s'assurer, Jean-Yves, que ces votes soient bien pris en compte. On était dans un lieu plutôt urbain. On connaît l'orientation des votes. Bon, il faut ajouter d'ailleurs que le vote par correspondance, apparemment, s'est pratiqué encore davantage dans les grands centres urbains, et qui sont évidemment les endroits les plus propices aux démocrates et aussi sociologiquement à la fraude électorale. Alors, donc, si vous voulez, de mon point de vue, la fraude est certaine. Est-ce que c'est la fraude qui va faire basculer le résultat en faveur de Biden dans les États sensibles, qui sont le Wisconsin, qui sont la Pennsylvanie, dont on n'a encore pas beaucoup d'éléments. Ça, je ne sais pas. Est-ce que Trump pourra rattraper les choses par une action judiciaire qui permettra d'établir
qu'on a compté des bulletins, on a mal compté les bulletins, ou on a compté des bulletins qu'on n'aura pas dû compter, je ne sais pas, mais à tout le moins, je crois que les médias devraient, là aussi, présenter les deux thèses. Présenter la thèse des partisans de Trump, qu'on trouve très bien sur les réseaux sociaux, et présenter la thèse classique. Vous savez, la thèse des médias, c'est Trump est mauvais joueur, il a perdu, il crie. En 1983, il y a eu, en France, une série de fraudes électorales à la question des élections municipales. Et les médias, Figaro compris, là en l'occurrence c'était principalement le Parti communiste qui était à la manœuvre. Les médias, Figaro compris, ont dit ce sont des mauvais joueurs. Et puis... les mauvais joueurs, qui étaient les mauvais joueurs? Les perdants. Les perdants étaient des mauvais joueurs. C'était les perdants qui étaient des mauvais joueurs. Qui accusaient le Parti communiste de fraude. C'est les perdants. Oui, vous avez raison de poser la question. C'est les perdants qui étaient des mauvais joueurs. Les perdants ont apporté la preuve, dans un certain nombre de cas, devant les tribunaux, que les bulletins étaient douteux. Il y avait eu des urnes renversées, il y avait eu des choses comme cela. Et la conséquence, c'est que des élections ont été annulées et ensuite ont été gagnées par les perdants, qui n'étaient pas de si mauvais joueurs que cela, mais qui n'acceptaient pas la fraude. Et c'est ce qui a amené, d'ailleurs, c'est assez intéressant, Jospin, en 1988, à refaire une loi parce que les socialistes étaient aussi victimes. À l'époque, les principaux fraudeurs, mais pas les seuls, étaient les communistes, et les socialistes étaient aussi victimes. Et donc, en 88, on a vraiment changé le code électoral en France. En 75, on avait supprimé le vote par correspondance. En 88, on a multiplié les procédures qui permettent notamment de s'assurer que c'est bien le bon électeur qui vient voter et qui émarge. Voilà. Alors Jean-Yves, les États-Unis sont totalement en retard. Totalement en retard. Ils ont eu beaucoup d'incidents. En 2000, Bush fils a été élu de manière douteuse. À quelques centaines de voix près. Très contesté. Quand même, en Floride, à l'époque, dont le frère, là c'est une fraude qui avait profité aux Républicains, dont le frère était le gouverneur. Ça ne doit pas handicaper. Et en 1960, pardon, parce que c'est considéré comme une icône, mais John Kennedy a battu Nixon par la fraude électorale de Chicago. Où la machine électorale démocrate était encore liée à l'époque, elle est peut-être encore aujourd'hui, à la mafia de Chicago. Voilà, ça ce sont des faits historiques, c'est pas des fantasmes. Ce qu'il en est cette fois, évidemment, c'est très difficile. Honnêtement, ça nécessiterait un travail énorme de vérification, de travail, que les médias alternatifs n'ont pas les moyens de faire, parce qu'il faudrait consacrer 10 personnes pendant 10 jours à étudier ça. Malheureusement, nous ne pouvons pas le faire. Et que les médias dominants, qui ont des pléthores de journalistes subventionnés, ne le feront pas. Mais, à minimum, il y a doute. Il y a certitude de la fraude et doute sur le fait qu'elle puisse changer ou non le résultat dans les États bascules. Alors, il y a un traitement médiatique qui a eu lieu, non pas sur la recherche de la fraude, effectivement, mais sur, finalement, le fait que les partisans de Trump seraient violents, selon les médias français. On le voit avec, par exemple, cet extrait d'un reportage de France 3. Les partisans du président semblent prêts à tout pour soutenir leur candidat. Ils investissent désormais les autoroutes, créant des embouteillages monstres. À quelques heures de l'élection, la tension n'a jamais été aussi électrique dans cette campagne, d'une agressivité inouïe. Franchement, là, la violence inouïe, un embouteillage avec des drapeaux, on a quand même vu pire. Et effectivement, on a vu pire aux États-Unis, avec toutes les violences des antifas, toutes les violences au moment de Black Lives Matter. Oui, il y a eu des violences. Les partisans de Trump sont peut-être pas non plus que des petits saints, faut pas. Mais en l'occurrence, les images qu'on nous montre pour expliquer qu'ils sont extrêmement violents, elles sont pas très convaincantes. Non, voilà, c'est vrai. Et puis surtout, il n'y a pas un mot dans ce reportage sur la violence des gens d'en face, qui est quand même incroyable. Et justement, on retrouve cette propagande médiatique qui vise à minorer complètement la violence des partisans de Joe Biden, ou en tout cas des soutiens indirects de Joe Biden. Dans ce reportage de Quotidien, l'envoyée spéciale est à Washington et elle assiste tout simplement à la montée de barricades autour des commerces qui craignent des violences. Mais dans le reportage, on ne sait pas d'où viennent ces violences.
Le calme avant la tempête, c'est l'expression qu'on entend en ce moment dans les rues de la capitale. Là, comme tu peux voir, je suis devant un café qui a décidé de se barricader, mais c'est comme ça dans toute la ville. En fait, ici, les habitants et les commerçants ont tous peur que ça dégénère le soir de l'élection et les jours qui suivent. En tout, on a protégé 4 édifices. Have you ever seen something like this? C'est la deuxième fois, en fait, que je vois ça. La première fois, c'était juste après l'assassinat de George Floyd. Are you worried? Oui, oui, bien sûr, j'ai peur des manifestations. Parce que, quoi qu'il arrive, dans les deux camps, les résultats ne plairont pas à tout le monde. La journaliste de quotidien ne vous dit jamais pourquoi les gens se barricadent. Alors les gens se barricadent parce qu'ils craignent, d'ailleurs la personne interrogée le dit, ils craignent les violences qui a eu lieu lors de l'affaire Black Lives Matter. Et on est à Washington, qui est une ville noire et démocrate à 90%. Donc la violence, s'il y a de la violence là, elle va pas venir des partisans de Trump. Faut pas raconter d'histoire. Et justement, Jean-Yves, des histoires, il y a un autre média, et pas quotidien, mais normalement plus théoriquement, beaucoup plus neutre, Le Monde. Oh non c'est bon, théoriquement remarquez, quand même. Hein. Il a été neutre quand il a expliqué qu'on supprimait le vote par correspondance pour éviter la fraude. Oui, c'était il y a 45 ans. C'était il y a 45 ans. Et donc, dans sa une de ce 3 novembre, eh bien, on note ce sous-titre assez incroyable. De nombreux Américains craignent la réaction de Donald Trump et de certains de ses partisans en cas de victoire de son rival démocrate. Sous-entendu, eh bien, la violence ne peut venir que des républicains. Donc c'est assez incroyable. Et finalement, on retrouve un petit peu ce parti pris anti-Trump sur les ondes de France Info, avec ce dialogue entre Frédéric Carbone, qui est présentateur de France Info, et Jérôme Cartillier, qui est correspondant de l'AFP à la Maison-Blanche. On écoute ça tout de suite. Drôle de vote que celui qui se déroule en ce moment aux États-Unis. Dans des grandes villes, des commerces, des bureaux ont tiré les rideaux, on se barricade en craignant que le chaos qui a accompagné ces 4 ans de présidence de Donald Trump ne se poursuive dans la rue avec des partisans des 2 candidats qui n'accepteraient pas la victoire de l'autre camp. Et il adore le chaos, Donald Trump. Il adore ça. Il s'épanouit là-dedans. Il aime bien quand c'est confus, il aime bien quand on a du mal à y voir clair. Oui, alors là, il y a le parti pris. Trump aime le chaos, donc il crée le chaos. Effectivement, si vous acceptez la fraude électorale, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Après, ça peut aussi, on peut accepter quand l'agressé, le verdict. Quand est-ce qu'il y a une bagarre? Quand l'agressé se défend. Si l'agressé se soumet à l'agression, il n'y a pas de bagarre. Oui, enfin, Donald Trump, on n'en sait rien à l'heure actuelle, mais il peut tout aussi bien être battu légalement. Si je vous demande une cigarette si je vous demande une cigarette et que vous me la donnez, il n'y aura pas de bagarre. Si je vous demande une cigarette et que vous ne me la donnez pas, donc je vous en donnerai pas. Il y aura une bagarre si vous résistez. Et voilà. Bon, j'oserais pas, quand même pas. Ah oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant au-delà de ça, dans cet extrait, c'est vraiment qu'on a un parti pris énorme, comme vous venez de le dire. Et puis, c'est le service public, théoriquement. Le double service public, puisque l'AFP vit aussi d'argent de l'État. Oui, donc voilà. C'est AFP et France Info, et on a une propagande totale contre Trump qui attaque les partisans de Donald Trump vus comme violents, en minorant totalement la responsabilité dans les violences, et qui est pourtant loin d'être anecdotique, qui est sans doute même, quand on regarde un petit peu les événements à Portland et autres, même cette nuit même à Portland, il y a des émeutes de soutien indirect de Joe Biden. Donc ces médias publics minorent totalement le rôle des émeutiers plutôt pro-démocrates, en appuyant uniquement sur les émeutiers soi-disant républicains qui n'existent pratiquement pas. Enfin, en tout cas, on n'a pas eu l'occasion de le voir aujourd'hui. C'est quand même hallucinant. C'est le service public, théoriquement. Précisément. Ouais, mais... Le service public. Ouais, enfin, ça laisse songeur quand même sur le rôle du CSA. C'est quand même étonnant. Passons à la revue de presse.